Euh, Bonjour et merci d'être venu à cette petite conférence sur le syndicalisme et en quoi c'est une réponse à la crise du jeu vidéo. Euh, Avant toute chose, je voulais remercier toutes les personnes qui nous ont permis de faire cette conférence. C'est pas partout qu'on aurait pu la faire, je pense. Je pense pouvoir le dire assez sereinement. Et je vais me présenter très rapidement. Donc moi, je suis Morgan ou Morgane ou Miari, comme vous préférez. Je suis caractère et animatrice 3D. J'ai 3 ans d'expérience dans le jeu vidéo. Actuellement, je suis au chômage parce que j'ai été licencié économiquement en octobre dernier et je suis en freelance. Je suis non-binaire et au STJV depuis 2 ans. Merci. Et du coup, moi, c'est Nomi ou Simon. Je suis game designer de formation. Je travaille aussi pas mal en école et donc pas mal aussi en freelance. Et je suis au syndicat depuis, je sais pas, 5 ans, il me semble à peu près. Et je pronom au choix. Mais bon. Et puis, j'espère pour vous que vous n'avez pas en tête qu'on va faire soit un karaoké de l'international, soit le grand soir. À mon avis, il faudra repasser. Ceci dit, s'il y a des motivés, une manif sauvage, ça s'organise vite. Alors, on va aussi présenter le syndicat parce que c'est quand même ce qu'on est venu représenter ici avant tout. Donc, le STJV, déjà qui connaît le STJV dans la salle? Petite curiosité personnelle. Waouh! Oh là là! Incroyable. Fantastique. Bon, du coup, la présentation, je vais la faire très très rapide. Le STJV, c'est quoi? C'est le premier syndicat du jeu vidéo qui a été créé en 2017. Pourquoi est-ce qu'on a créé un syndicat à part et on n'a pas rejoint la CGT ou autre? En fait, on s'est dit que ce serait bien d'avoir une compréhension des enjeux spécifiques aux jeux vidéo d'un point de vue syndical. Et du coup, on a décidé de faire un syndicat par et pour les travailleuses. Et aussi, on s'est dit que on n'avait pas forcément, enfin, on avait envie de se détacher plutôt des a priori parfois un peu négatifs qu'on a sur le syndicalisme, le côté un peu poussiéreux, etc. Euh, D'un point de vue, alors, le STJV depuis sa création a participé à pas mal de mouvements sociaux. Le premier, ça a été Eugène System en 2018, qui a été une grève assez éprouvante pour les camarades qui étaient là à l'époque. La plus récente, c'est la GG25, du coup, c'était le 13 février 2025. Je pense que elle a été plutôt bien couverte médiatiquement. Vous avez dû en entendre parler si vous connaissez le STJV. C'est peut-être via cette grève, d'ailleurs, je ne sais pas. Et en passant par l'année dernière, les grèves à Dontnod contre le PSE qui avait lieu pour licencier 69 personnes, dont on va reparler un petit peu. Et la grève à Ubisoft en réaction notamment à la demande de retour en présentiel et à la fin du full télétravail. On a participé à d'autres choses, mais c'est pas le sujet. Si vous voulez en savoir plus sur le STJV, n'hésitez pas à aller sur notre site, il est très bien fait, il y a beaucoup de choses dessus. Et on fait d'autres types d'actions qu'on évoquera tout au long de la conférence. Aujourd'hui, le STJV, c'est quoi? C'est à quel poids? C'est environ 1000 membres partout en France et 20 sections syndicales dans des entreprises diverses et variées, pareil, partout en France un petit peu. C'est pour qui? Alors, c'est pour les travailleuses. Ce qu'on entend par travailleuses, c'est les personnes qui souhaitent avoir ou ont eu un poste dans le secteur, et le secteur, c'est le secteur du jeu vidéo. Et par le secteur du jeu vidéo, on entend toutes les personnes qui travaillent dans le développement, l'édition, la vidéo, l'e-sport, etc. Et du coup, travailleuses, on inclut dedans les indépendants, indépendantes, les chômeurs, chômeuses, étudiants, étudiantes, retraités et évidemment salariés. Donc, normalement, si vous êtes ici, vous êtes probablement travailleureuse ou patron, patronne peut-être du jeu vidéo. Et justement, les patrons, patronnes, au STJB, on ne veut pas qu'ils viennent parce que le but c'est de créer un espace pour les travailleuses. Donc on refuse toutes les personnes qui vivent de l'exploitation d'autrui. Ce qui est fait pour, du coup, empêcher les patrons, patronnes de venir investir nos luttes. Enfin, de venir parasiter parfois potentiellement nos luttes. Petit plan de la conférence. Déjà, on va voir en quoi ce n'est pas une crise. Le titre de la conférence est extrêmement trompeur, on est comme ça. Petite feinte. On va parler un peu du futur que prépare cette crise, enfin, cette pseudo-crise du coup, cette situation en tout cas, et quel impact elle a sur notre quotidien actuel, et quelles solutions on peut voir ensemble collectivement via le syndicat, et en quoi le syndicalisme permet des solutions. Hop. Donc, pourquoi c'est pas une crise? On nous aurait menti tout ce temps dans les journaux. Alors, quand on dit que c'est une crise, ce qu'on sous-entend, c'est que c'est une crise économique. Et dire que c'est une crise économique, c'est un peu compliqué, c'est plutôt faux, parce que si on regarde d'un point de vue profit, en 2023, par exemple, en 2023, donc des chiffres relativement récents quand même, le jeu vidéo, c'est les profits générés par le jeu vidéo, c'est 6 fois les profits générés par le cinéma, et c'est 3 fois les profits générés par par le secteur de la musique. Autant dire que les profits sont gigantesques, aujourd'hui encore. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que pendant les confinements liés à la crise du Covid,
même si la crise n'est pas finie, on s'entend. Mais pendant les confinements qui ont eu lieu à ce moment-là, les profits ont été particulièrement grands. Il y a eu des profits hallucinants. Et il y a eu une surconsommation du jeu vidéo qui s'est arrêtée depuis, parce que la vie a repris, donc les gens ont repris leurs activités normales. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le jeu vidéo aujourd'hui fait quand même plus de profits qu'avant le confinement. Et par des gros profits, ce qu'on entend par là, c'est plus de 10% de profits, ce qui pour beaucoup de secteurs industriels ou autres, c'est déjà gigantesque. Donc malgré tout ça, malgré le fait que d'un point de vue profit, ça va, le jeu vidéo se porte bien, on remarque qu'il y a des licenciements de masse. Et ça, c'est pas à cause d'une pseudo-crise, c'est à cause de l'avidité du patronat et des investisseurs et investisseuses. Je dirais même parfois à cause de leur incompétence. Des fois, on ne sait pas trop si c'est plus de l'avidité ou de l'incompétence, c'est pas toujours clair. Et aujourd'hui, la réponse du patronat à pourquoi est-ce qu'on licencie, c'est « Ah oui, mais qui aurait pu prédire le fameux ?» Et en fait, n'importe qui se pose 5 secondes et qui se dit « Ouais, donc là, c'est parce qu'il y a des confinements, mais les confinements, ils vont s'arrêter, ils vont pas durer éternellement. » À partir du moment où tu as cette réflexion-là, tu sais que ça va pas durer éternellement. En fait, ça suffit. Il suffit vraiment de se poser 5 secondes devant un PC, voire même juste dans son lit, et de réfléchir. Donc, qu'est-ce qui a créé cette avidité ? Ça a créé des studios et des éditeurs qui ont multiplié les projets, les tailles des équipes, les scopes des jeux. Donc les scopes des jeux, je pense que ça parle à beaucoup de personnes ici, mais je vais quand même repréciser. Par exemple, un jeu indépendant solo dev de 6 mois, c'est un petit scope. Skull and Bones, le jeu d'Ubisoft, le fameux quadruple A, c'est un gros scope. Voilà, pour faire la taille du jeu, est-ce qu'il est gros, est-ce que c'est cher à produire. Donc, les scopes ont augmenté, et tout ça, ça avait comme but de créer ces projets-là, d'attirer des investisseurs et investisseuses, alors que la rentabilité est exceptionnelle. Les investisseurs et investisseuses, ils ont vu qu'il y avait une grosse rentabilité, ils ont vu qu'il y avait des gros projets, ils sont venus, et puis ils ont été un peu déçus en voyant que ça mettait du temps à arriver et que finalement les profits retombaient un petit peu. Et du coup, ils voulaient leur retour sur investissement. Ils l'ont pas eu rapidement en tout cas, et on connaît la suite, les licenciements en nombre complètement hallucinant. Et quand je parle d'incompétence, parce que là je parle plutôt du côté avidité, quand je parle d'incompétence, je pense que tous et toutes ici dans la salle, on a déjà eu un patron ou une patronne qui arrive, directeur ou directrice créative, ça marche aussi, qui arrive un lundi matin et qui dit « Ah, j'ai joué à ça, faut qu'on change toute la prod, là j'ai une idée de génie parce que ce jeu il m'a fait me rendre compte d'un truc qu'on pourrait faire dans notre prod » et on se retrouve à devoir retaffer des trucs qui étaient prêts, faits, genre pourquoi, enfin voilà. Je pense qu'on a tous et toutes déjà vécu un truc comme ça. Et du coup, le patronat, au lieu d'assumer leurs erreurs, ils les font payer aux travailleurs et aux travailleuses. Sous prétexte que c'est la crise, il y a des licenciements de masse, et du coup, moi je dirais que s'il y a une crise, c'est plutôt une crise des licenciements, et pas une crise économique. Alors, un truc dont on voulait parler aussi, c'est que malgré ces profits absolument gigantesques, le patronat profite d'argent public. Ce qui aide le plus le patronat, c'est le CNC, donc, qui est normalement relié au cinéma, qui finance, leur subvention la plus importante, ça s'appelle le CJV, c'est le crédit d'impôt jeux vidéo. Récemment, l'inspection générale des finances a dit que ça coûtait cher parce que on pourrait faire jusqu'à 40 millions d'euros d'économies, selon eux, en désactivant ce truc-là, en virant ce truc-là. Et quand il a été question d'enlever ce truc-là, les patrons ont complètement paniqué. On a une très belle vidéo à vous passer à ce sujet. Ah, il n'y a pas de son. C'est dommage. Sur YouTube, oui. Ça, c'est pas mute. Ça non plus. Moi, j'ai le son partout. Crédit T'as le son ? Concrètement, quels sont vos leviers ? Crédit d'impôt, C'est le fonds d'aide aux jeux vidéo. le crédit d'impôt, J'y vais. Concrètement, quels sont vos leviers ? crédit d'impôt, C'est le fonds d'aide aux jeux vidéo. le crédit d'impôt, jeux vidéo, CJV, crédit, impôt, jeux vidéo. UFAJV. Le crédit d'impôt jeux vidéo, Le fonds d'aide aux jeux vidéo. le crédit d'impôt jeux vidéo, Le crédit impôt jeux vidéo, fonds d'aide aux jeux vidéo. Le crédit d'impôt jeux vidéo. Blague à part, le crédit d'impôt jeux vidéo UFAJV. CIGV, FAJV, Le crédit d'impôt jeux vidéo. crédit d'impôt jeux vidéo, CIGV, Le crédit d'impôt jeux vidéo. Crédit d'impôt jeux vidéo. Crédit d'impôt jeux vidéo. du CIR, du CIGV. Crédit d'impôt jeux vidéo. Le crédit d'impôt, il faut pas contraindre les entreprises. Faut pas contraindre les entreprises. Voilà. Oh, bien, merci.
Donc, je vous invite à re-regarder cette vidéo en regardant les noms des personnes qui prennent la parole. C'est à l'Assemblée nationale, ce truc-là. C'est principalement des patrons, patronnes ou représentants de patronnes du secteur, évidemment. Et le fameux député du jeu vidéo depuis bien 10 ans, Denis Masseglia. C'est assez rigolo à voir aussi. Alors, qu'est-ce que c'est exactement le crédit d'impôt jeu vidéo, le fameux? C'est une aide qui peut monter jusqu'à 30% des dépenses liées à la création d'un jeu. C'est maximum 6 millions par an par entreprise, donc c'est quand même des gros chiffres et des gros sous. Ça pousse les entreprises à se découper artificiellement en plus petites entreprises, donc les grands groupes préfèrent avoir plein de petites entreprises un peu artificiellement. Je pense qu'il y a d'autres raisons, mais entre autres pour pouvoir toucher cette aide plus de fois, parce que pourquoi pas. Le rapport de l'inspection générale des finances note d'ailleurs dans son compte-rendu que ça bénéficie à un nombre limité d'entreprises. Donc bon, c'est pas très très bien ça quand même, on aimerait bien que ça profite à plus de gens. Et un truc qui est important à noter aussi, c'est que c'est pas une subvention, c'est un crédit d'impôt. Ce qui implique qu'il faut payer les gens et après on est remboursé. Donc les 6 millions, moi je les ai pas sur mon compte en banque. Si demain je voulais créer un jeu et toucher le CJV, je pourrais pas toucher les 6 millions, ce serait pas possible. On note aussi que sur le site du CNC, il y a marqué que pour toucher cette aide, il faut respecter la législation sociale. Est-ce que vous savez ce que c'est la législation sociale? Parce que moi j'en ai aucune idée. Et en fait le terme est volontairement flou. Le terme est flou parce que sinon, si le terme était plus précis, on contraindrait les entreprises, justement. Et il ne faut pas contraindre les entreprises. Donc, il y a... et en l'occurrence, dans le jeu vidéo, le code du travail est régulièrement bafoué, donc ça contraindrait vraiment beaucoup les entreprises. Exemple de manquement à la législation en vigueur dans le jeu vidéo, de condamnation au prud'homme et au pénal. J'ai une petite liste, là. Il y a le surnombre de stagiaire, les heures supplémentaires non rémunérées, les discriminations diverses et variées, je pense qu'on en a tous entendu parler dans le jeu vidéo, les harcèlements, pareil, on en a tous entendu parler, l'utilisation de CDD au lieu de CDI, le salariat déguisé. Le salariat déguisé, si vous ne situez pas ce que c'est des personnes qui sont en freelance, qui viennent au studio, qui travaillent toute la journée, qui rentrent chez eux le soir, qui se comportent exactement comme un employé, mais qui sont en freelance, ce qui n'est pas autorisé, c'est illégal en France, voilà, c'est important de le rappeler. L'absence de CSE ou les entraves au bon fonctionnement du CSE, l'absence ou les entraves au bon fonctionnement, à ce que les négociations annuelles obligatoires se passent bien dans les entreprises aussi, ça c'est assez fréquent. Et des studios qui font rien de tout ça, si on en connaît, ça se compte sur les doigts d'une main, c'est vraiment extrêmement rare. Nous, ce qu'on se demande au STJV, c'est pourquoi est-ce que l'argent public pourquoi est-ce qu'on donne de l'argent public sans contrepartie à des entreprises qui n'en ont pas besoin et qui ne respectent pas les lois? Alors, ça c'était pour le crédit d'impôt aux jeux vidéo, mais vous avez entendu aussi dans la vidéo parler du FAJV. Je pense que c'est peut-être plus connu ici, limite. Donc le FAJV, c'est le fonds d'aide aux jeux vidéo. Et il y a aussi beaucoup de choses à redire sur la façon dont il est donné, dont la subvention est donnée. C'est une commission. Pour le coup, c'est une commission où, contrairement au crédit d'impôt jeux vidéo, et ça c'est quelque chose qui est quand même assez appréciable, qui est public. On sait qui touche les aides et on sait qui donne les aides. Et il s'avère que dans les personnes qui donnent les aides, il y a quand même pas mal de patrons et de patronnes. On peut se demander s'il y a un conflit d'intérêts, mais rassurez-vous, parce que sur le site du CNC, ils ont prévu le coup, ils ont pensé à tout. Il y a marqué « Lorsqu'un membre de la commission est concerné à titre personnel, directement ou indirectement, par un dossier figurant à l'ordre du jour, il le fait savoir au président de la commission, qu'il l'invite à se retirer pendant l'examen du dossier. À son retour en séance, l'intéressé s'interdit toute référence à ce dossier. » Et c'est tout. On vous laisse juger de l'efficacité de la mesure pour éviter les conflits d'intérêts potentiels. Le FAJV, ça sert aussi à financer les Pégases. En 2025, pour les Pégases 2025, il y avait 80 000 euros d'aide de la part du FAJV. À titre personnel, je trouve ça assez surprenant parce que les prix des tickets sont quand même déjà bien élevés au Pégase et faire concourir un jeu, ça coûte aussi de l'argent. Mais passons. En tout cas, on peut se demander aussi ici si ça ne crée pas des conflits d'intérêts. Donc voilà, concernant les aides publiques du jeu vidéo, nous, ce qu'on se demande, c'est pourquoi est-ce que la première industrie de divertissement en chiffre d'affaires est biberonnée à l'argent public, sans contrepartie. Pourquoi est-ce qu'elle tape dans les caisses du cinéma? Pourquoi est-ce qu'elle ne se taxe pas elle-même pour ses propres aides? Pourquoi il y a 0 représentant et représentants de syndicaux dans les comités? Et pourquoi est-ce qu'on donne encore du crédit à des patrons et patronnes qui ont prouvé leur incompétence à de multiples reprises? Je te passe. Merci. Alors, on va regarder un peu plus ce qui nous attend dans un futur plus ou moins proche. Dans un premier temps, on en a parlé un peu plus tôt, c'est des milliers et des milliers de licenciements depuis 2022. C'est même
plus de 10 000 licenciements par an depuis 2023, ce qui est absolument énorme. Tout ça, souvent, à une période assez précise de l'année, juste avant des bilans financiers pour rassurer les investisseurs et pour qu'ils remettent des billes à l'intérieur et qu'ils gagnent d'autant plus. Et réduire ce qu'ils appellent les charges patronales, très souvent, en tout cas en France. Et ça, que ce soit des petits studios, qui malheureusement on licencie, jusqu'aux multinationales, que ce soit Ubisoft, Microsoft. Alors, face à ce problème, notamment pour les petits studios, il peut être tentant de se dire on va se faire racheter. Comme ça, on gagne pas mal de sous en tant que propriétaire et on a une stabilité à venir. Sauf que on a observé le nombre de rachats au cours de ces dernières années, notamment les gros studios avec Microsoft qui a avalé d'énormes studios, Bethesda, Activision Blizzard, ou encore Embracer qui a gobé des plus petits studios. Mais à part une déception entre licenciement massif ou fermeture de studios, et souvent un peu les deux, et notamment un des prétextes souvent, et côté Microsoft ça a été le cas, c'est la question des doublons. Ouais, on a racheté Activision Blizzard, mais du coup on n'a pas besoin de 2 services marketing. Bon, c'est un peu oublié que la charge de travail, elle a augmenté drastiquement et que si tu te sépares d'une partie de ton équipe marketing, ça va retomber sur l'autre. Et de l'autre côté, on a la question des rachats et notamment des contrats qui des fois se crachent sur la question du financement. On a en tête notamment la levée de fonds que Embracer voulait faire avec l'Arabie Saoudite, et l'Arabie Saoudite a fini par dire non, nos quelques milliards, on va pas vous les donner. Sauf que Embracer avait toute sa stratégie future basée sur ce contrat. Ça a débouché sur la fermeture d'un certain nombre de studios, des réductions d'effectifs, des réductions de financement pour ces studios, et notamment c'est la fermeture de studios réputés comme Volition, qui avait fait Shenmue pendant des années, ou encore la fermeture par Microsoft de Tango Gameworks, alors que Tango Gameworks avait sorti Alpha Heroes, qui était littéralement un fer de lance, cadeau Shadow Drop pour le Game Pass. Donc compter sur les grands groupes n'est pas une solution viable. On le voit, il n'y a pas plus de certitude, au contraire, la stabilité n'est pas là, ça entraîne une dégradation drastique des conditions de travail, la charge de travail qui augmente, la pression psychologique et surtout l'incertitude de savoir si on sera là demain. D'autant plus dans certains pays où la culture du licenciement, c'est « Ah, t'arrives, tu prends ton carton, tu repars ». Fort heureusement, en France, on a encore un petit peu de droit du travail pour nous protéger. Un autre point qui nous inquiète, forcément, c'est l'IA générative, qui touche notre secteur de plus en plus, en particulier le graphisme, le son, l'écriture, le voice acting, mais aussi la traduction. Et ce qui est intéressant avec la traduction, c'est que c'est vraiment un cas d'école sur le patronat ou les directions qui se sont crues plus malins que les autres en disant ça va nous réduire les coûts. Et en fait, quand on parle avec des traductrices, en effet, les tarifs sont revus à la baisse, sauf que la traduction est tellement mauvaise, il n'y a pas la partie adaptation qui est nécessaire, notamment si on veut traduire en plusieurs langues, que en fait, le traductrice, il va passer beaucoup plus de temps, payer beaucoup moins, mais au final, ça va avoir un coût drastiquement supérieur. Cette situation a fait que nous sommes de plus en plus nombreux sur le marché de l'emploi, ce qui pousse à accepter de travailler malgré ces conditions de pire en pire, qui complexifie la négociation des salaires, du type de contrat, de la présence de télétravail, etc. Des choses qui sont parfois nécessaires et indispensables, que ce soit pour des personnes en situation de handicap, des jeunes parents, etc. Mais si c'était que ça, on a aussi en parallèle le fascisme qui monte partout dans le monde. Il y a Trump, bien entendu, aux USA, qui en plus va peut-être nous rajouter une belle crise économique en plus des crises politiques, Meloni en Italie, Orban en Hongrie, et peut-être bientôt en France, le FN, en espérant qu'ils aient une meilleure façon de gérer l'argent que les patrons. Je crois pas.
et aussi en Allemagne avec le soutien de Musk. Donc le fascisme, pour rappel, c'est le prolongement du capitalisme. Il partage les mêmes bases idéologiques d'exploitation et de hiérarchisation des personnes. Personnes, des races, des compétences. C'est l'exploitation des masses au profit d'une élite, l'autoritarisme, parfois en emmenant jusqu'à la guerre, notamment via l'école de guerre, qui leur permet de se garder en position, aussi bien en tant que politique que dans les entreprises. Simplement, il y en a un qui prend un peu plus de gants que l'autre. Donc, ce n'est pas surprenant qu'une des constantes du fascisme, c'est d'essayer de taper sur les organisations qui créent de la solidarité, comme les syndicats, car c'est un réel contre-pouvoir et qui contrecarre simplement leur existence et leur rôle. La promotion du fascisme. Former des collectifs, se défendre les uns les autres, apprendre comment fonctionne la société, expérimenter la solidarité, ce sont les meilleurs remèdes contre les sirènes de l'extrême droite. Elles prospèrent dans le repli sur soi, le fatalisme, l'ignorance, la fatigue. Tout ça est entretenu, entre autres, par le monde du travail. Et du coup, on peut se dire, on va doomer, mais il y a peut-être un nouveau espoir. La réponse, le syndicalisme, entre autres. Il faut, dans un premier temps, créer une conscience de classe, potentiellement, ou au moins la conscience qu'il y a un vrai besoin de lutter et de se réunir. Un des outils intéressants, c'est ce que l'on appelle, nous, à STSIV, l'éducation populaire. Dans le sens des outils où on va créer de la connaissance ensemble. Tout le monde a des connaissances, tout le monde a des questions pertinentes, des réflexions pertinentes, et en partageant, on arrive à créer quelque chose de beaucoup plus solide en termes de connaissances. Parce qu'on peut s'auto-critiquer, on peut dire, bah là, il y a peut-être ça qui est plus intéressant. Et puis, de par sa structure même, l'éducation populaire, comme on l'aborde et comme on la pense au STSIV, elle permet de détruire ce côté vertical, hiérarchisation. Et donc, ça permet, dans un premier temps, déjà de remettre en question ce point-là. Et du coup, c'est un outil qu'on utilise énormément au syndicat et qui reprend des principes très fondamentaux du syndicat qui sont l'horizontalité et le fait que tout le monde a quelque chose à dire ou à faire d'intéressant. Et dès que possible, il faut investir ce qu'on appelle les IRP, les instances de représentation du personnel, que ce soit les CSE ou les sections syndicales. Pour monter une section syndicale, c'est simple, il faut être 2 syndiqués, dire à un patron on est 2 syndiqués et potentiellement un des 2 peut se griller auprès du patron, notamment pour pouvoir afficher plus facilement de l'information, mais en contrepartie, il devient salarié protégé. C'était le petit point tuto pour devenir un salarié protégé. Les CSE, quant à eux, les comités sociales d'entreprise, c'est les premiers remparts contre l'arbitraire des abus patronaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont droit à de l'information, en tout cas en théorie, sinon c'est de l'entrave syndicale. Donc c'est potentiellement accès aux comptes de l'entreprise, pour voir s'ils sont vraiment autant dans le rouge que la direction le dit. C'est faire des droits d'alerte sur les conditions de travail. C'est mener des enquêtes, notamment quand il y a du harcèlement. C'est potentiellement avoir des représentants contre le harcèlement, donc un point de relais pour les employés qui en auraient besoin. Aussi bien qu'un droit de questionner sur des points économiques, que des atteintes aux personnes. Donc ça permet aussi d'avoir ces infos-là et de pouvoir les transférer aux employés, d'anticiper les mauvaises gestions et de les remettre en cause, faire de l'information et du soutien auprès des collègues. D'un autre côté, faire élire des listes, notamment étiquetées ici STSIV, c'est permettre aux syndicats d'avoir ce qu'on appelle la représentativité dans l'entreprise et ça débloque différents droits et des heures de délégation supplémentaires pour pouvoir aider de façon plus longtemps des personnes dans les entreprises. De l'autre côté, on a les sections syndicales qui, elles, si elles sont bien utilisées, elles deviennent un vrai contre-pouvoir pour résister au patronat, au licenciement ou aux harcèlements et à tous les abus
les abus qu'on a pu voir dans nos entreprises. Et si elles sont représentatives, elles peuvent nommer un DS, donc un délégué syndical. Et notamment, ça permet de participer, sur qu'on a parlé plus tôt, les négociations annuelles obligatoires. C'est des négociations sur différents thèmes. Ça peut être le partage de la richesse qu'on crée en tant qu'entreprise. Ça peut être l'égalité homme-femme. Ça peut être des questions sur le handicap, de comment on fait plus accessible l'entreprise, etc., etc. Il y a de très nombreux thèmes qu'on peut aborder dans ce cadre-là. Elles permettent aussi ces instances de s'organiser. Et c'est notamment grâce au travail de terrain d'instances comme celle-ci que les grèves s'organisent plus facilement, que ce soit une grève dans une entreprise ou une grève à l'échelle nationale, voire internationale, quand on a des gens à l'extérieur qui disent « on va vous rejoindre ». Mais on verra ça un peu plus tard. Et on a une vraie expertise